Dans d'autres capsules avec le docteur Jean-Guy Rochefort, on a parlé en fait du TPL et du TDAH et on a décidé de faire aujourd'hui un podcast qui combine les deux pour aller voir les similitudes et les différences. Restez là. Jean-Guy, bonjour. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Merci d'avoir accepté de revenir faire un podcast pour en fait aller parler des similitudes puis des différences parce qu'on a parlé dans les deux autres podcasts qu'on a fait ensemble que le TDAH et le TPL sont souvent difficiles à diagnostiquer parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Fait qu'il faut prendre le temps, en fait, de bien diagnostiquer, de bien faire le parcours, en fait, du diagnostic. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un autre podcast sur la combinaison des deux. Donc, parler, en fait, des deux troubles en même temps. Et on pourrait peut-être commencer par redéfinir les deux problématiques, donc le TDAH et le TPL. Oui. Le TDAH, au départ, c'est une condition neurologique. Ça fait partie des troubles neurodéveloppementaux. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait avoir un TDAH, mais au départ, il y a une question d'hérédité. Et dans le déficit d'attention, il y a quelque chose qui est manquant dans l'orchestration des capacités cognitives liées à certaines parties du cerveau, dont le cerveau frontal. On sait que dans le cerveau frontal, c'est les fonctions exécutives qui sont là, organisation, planification. Il y a aussi toute la gestion des émotions. Quand ça fonctionne moins bien dans cette partie-là du cerveau, la personne peut être impulsive. Sans entrer dans le détail, parce que ça devient un peu complexe d'expliquer à quel endroit, qu'est-ce qui est déficitaire chez la personne, mais il reste que si on regarde simplement au niveau de l'impulsivité, dans les critères pour évaluer un trouble de personnalité limite, il y a un des critères qui concerne la gestion des émotions et la gestion de l'impulsivité. Et quand les gens sont en crise, qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu parler de ça aujourd'hui, c'est que quand les gens sont en crise, sont vraiment pas bien et qui sont pas très fonctionnels, que ce soit dans un TPL de la personne en crise ou que ce soit un TDAH où la personne est vraiment désorganisée parce qu'il y a trop de stresseurs autour d'elle, etc., l'impulsivité va prendre une place assez importante. Si dans ces conditions-là, la personne consulte dans une urgence, c'est sûr que là, les symptômes, les critères vont être exacerbés. Alors, la personne va se présenter désorganisée, avec de l'anxiété, avec des problèmes attentionnels, avec une dysrégulation émotionnelle et même parfois avec de la méfiance. On sait qu'au niveau du TDAH, les gens qui ont ça depuis longtemps puis qui n'ont pas été diagnostiqués vont recevoir beaucoup de critiques de la part de l'entourage, beaucoup de reproches. Je te l'ai dit, ça fait 50 fois que je te le dis, je t'ai demandé d'aller faire telle chose. Ah oui, 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 c'est vrai, je t'avais dit que j'irais, j'ai encore oublié, j'avais d'autres choses. Tu m'écoutes pas quand je te parle, j'ai l'impression que je Ouais, parle dans le vide, tu sais jamais ce que je te demande. c'est ça, c'est ça. Puis l'estime va être affectée chez la personne qui a un TDAH. Puis, chez la personne qui a on ne peut pas dire un TPL chez un enfant, mais on va voir à l'adolescence qui est en train de s'installer certains comportements, certaines attitudes, surtout là, à l'adolescence, quand il y a beaucoup de questions au niveau de l'identité, au niveau de comment je peux me projeter dans l'avenir en tant qu'adulte, alors Oui, qu'à hein? l'intérieur de moi, je ne suis pas bien dans ma vie, je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. Puis dans le TDAH, il y a plein de monde, beaucoup moins aujourd'hui. Mais à l'époque, moi j'ai 68 ans, à l'époque où j'étais jeune, on ne parlait pas de ça, le TDAH. Fait que la personne, elle ne savait pas du tout ce qui était en train de se passer, mais elle sentait qu'elle était différente des autres.
Avec la personne qui a un TPL en devenir, puis le TDAH, les deux personnes mettent pas le doigt sur ce qui se passe, mais ils sont pas bien, ils ont de la misère à suivre, ils se sentent différents, et un et l'autre. Sans parler de la possibilité qu'une personne puisse avoir les deux diagnostics. Ça, c'est une autre caractéristique. On va en parler un petit peu plus tard pendant le podcast de cette dimension-là. Mais je voulais quand même illustrer que en période de crise, peut-être pas en période, supposons qu'on prend quelqu'un qui a un TDAH, qui n'a pas d'autres comorbidités, hein, d'autres pathologies avec, ou quelqu'un qui a un TPL avec peu d'autres choses autour, ces deux personnes-là, quand elles ne sont pas en crise, ça va être beaucoup plus facile de voir des différences. Parce que dans un trouble de personnalité, on va retrouver, chez la limite, on va retrouver la notion d'idéalisation puis des valorisations où il y a du clivage. Hein, on en avait parlé à l'émission sur le TPL. Le clivage, c'est le fait de ne pas être nuancé, de ne pas avoir de zone grise. On se promène entre le noir et le blanc. Donc, on est bon, on est mauvais, l'autre est bon, l'autre est mauvais. Alors, il y a du clivage qui peut se faire avec l'externe, puis il y a du clivage qui peut se faire à l'interne avec moi-même, où je me sens mauvais ou bon. Et dans un cas comme dans l'autre, la personne qui a un TPL, elle a besoin de se sentir la bonne. Alors, si elle s'est sentie mauvaise ou pas fine ou pas correcte dans une situation, avec la personne, elle va tenter inconsciemment de renverser la vapeur pour se persuader que c'est l'autre qui est mauvais, puis c'est l'autre qui n'est pas correct, pour se sentir, elle, dans un pôle positif, puis pour améliorer son estime. Alors ça, c'est des dimensions qu'on ne trouve pas tout à fait pareilles chez la personne qui a un TDAH. Parce que chez la personne qui a un TDAH, il n'y a pas nécessairement de clivage. Oui, il y a atteinte à l'estime, puis la personne va être affectée parce qu'elle a eu souvent des reproches et des critiques. Quand je rencontre les gens qui ont un TDAH qui viennent avec moi en thérapie, c'est pas rare que je vais rencontrer le conjoint ou un parent lors d'une rencontre pour expliquer c'est quoi le TDAH, c'est quoi les impacts, puis comment on doit intervenir ou être en relation avec la personne qui a le TDAH. Puis de cesser les reproches puis les critiques. D'essayer de tourner les choses à la positive, puis d'essayer que le parent ou le proche développe des stratégies, aide la personne qui a un TDAH à développer des stratégies pour que ça n'affecte plus son estime, pour qu'elle réussisse dans sa vie. Donc, c'est pas exactement, ça en est ça, des différences, où on va voir deux personnes qui sont affectées, mais ils ne sont pas affectés exactement au même niveau. Même s'il y a un problème d'estime chez le TPL, le problème d'estime du TPL ne viendra pas de la même source qui va venir du TDAH. OK? Dans la similitude, on va avoir le problème de régulation émotionnelle. Dans les deux cas, il va y avoir un problème de régulation émotionnelle qui va, dans les deux cas, amener de l'impulsivité. Fait que cette fameuse impulsivité-là, on sait comment c'est rendu dans les réseaux, hein, dans le réseau public, dans le réseau de la santé, etc. Quelqu'un qui se présente à un guichet à quelque part puis qui pète sa coche parce qu'il ne gère pas au niveau de son impulsivité, il n'est pas bien accueilli puis il se fait remettre à sa place assez vite. Maintenant, ce n'est pas parce que la personne est impulsive qu'on va dire nécessairement automatique que c'est un TPL. La personne pourrait être en période d'adaptation ou en période de crise avec un TDAH, où elle vient de vivre des échecs, puis des difficultés, puis des impacts au niveau de ses résultats. Et là, elle est en colère, elle est dysrégulée, elle est impulsive. Mais quand on se met à gratter, un petit truc que je me donne, moi, puis que je donne à mes étudiants, c'est que quand on se met à gratter avec la personne, puis qu'on évalue au niveau de la gestion de son impulsivité, la personne qui a un TPL assez sévère, c'est la faute des autres. Elle ne se sent pas responsable. C'est à cause de l'autre qu'elle a pété sa coche, qu'elle s'est dysrégulée,
Quelqu'un qui a juste un TDAH, il se sent coupable très rapidement. Parce que c'est comme le cerveau qui n'a pas été capable de fonctionner, de réguler, de gérer cette impulsivité-là. Et la personne va dire je n'étais pas capable de me gérer. C'est arrivé comme ça, puis 30 secondes après que je me suis fâchée, je regrettais. Puis là, je me sentais tellement coupable d'avoir fait ça parce que ce n'est pas la faute de l'autre, c'est vraiment moi. OK? Fait que ça, c'est un des trucs que moi, je me donne déjà quand j'évalue les gens. Et ce que je tenais à dire aussi, c'est que quand une personne arrive dans mon bureau, c'est pas rare que le TDAH n'est pas évalué dans les milieux de santé. Alors, on va regarder plusieurs critères, puis on va mettre une hypothèse de TPL qui va suivre la personne parce que ça va être dans son dossier. Alors, c'est pas rare que j'ai eu des personnes qui se sont présentées en bureau privé avec un diagnostic de TPL. Et quand on se met à regarder le quotidien de la personne, ses difficultés, etc., puis que là, on se met à évaluer, on se rend compte qu'il y a un TDAH. Moi, dans les situations où il y a un TDAH, oui, il y a peut-être un TPL aussi, mais moi, j'évalue tout le temps le TDAH et je fais tout le temps un accompagnement, un coaching au niveau du développement d'habiletés, de stratégies pour les problèmes attentionnels, d'organisation, planification, procrastination, résolution de problèmes, etc. Je trouve ça important parce que après un bout de temps, quand on a fait les exercices puis qu'on a travaillé, on a traité au niveau du TDAH, la personne va devenir beaucoup plus fonctionnelle, va se réguler, se gérer beaucoup mieux, va mettre en place différentes stratégies. Et là, ça se peut qu'on va regarder son fonctionnement, puis on ne verra pas de grosses difficultés sur le plan interpersonnel, puis de problèmes avec les gens autour. Parce qu'elle, son problème d'impulsivité, elle va mettre en place des stratégies, la personne qui a un TDAH, puis ça va réussir, puis elle va diminuer. Pas diminuer nécessairement que des fois, elle va être impulsive, mais quand elle va le sentir qu'elle est pour devenir impulsive, elle va prendre des moyens rapidement, puis elle va se réguler. La personne qui a un TPL, ça va être extrêmement difficile et ça va être aussi difficile de travailler ça en thérapie, tout l'aspect émotionnel. Pour différentes raisons. Entre autres, la tolérance au malaise est très, très difficile pour eux. Fait que c'est juste ce travail-là qui va prendre peut-être plusieurs semaines ou quelques mois. C'est déjà quelque chose de difficile. La tolérance émotionnelle, puis après ça, il va y avoir toute la notion de régulation des émotions qui va devenir importante aussi. Les distorsions cognitives, on va les retrouver beaucoup plus. Une distorsion cognitive, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est quand la personne, au niveau des pensées, interprète ou met en place des processus qui viennent fausser la réalité. Ça veut dire que, par exemple, quand je fais du clivage, du noir au blanc, c'est une distorsion parce que dans la réalité, il n'y a pas vraiment tout noir et tout blanc. Dans la réalité, il y a plein d'explications qui viennent de part et d'autre puis qui viennent justifier une décision qui a été prise. Ou si on ne s'entend pas sur quelque chose, on va dire « j'ai pas la même vision que toi ». Je ne pèterai pas une coche en disant « ah, toi, puis tes idées, puis toi qui penses ci, puis là, je ne sac pas, mais des fois, les sacs viennent avec aussi, là. Mm-hmm. Okay? Alors, c'est comme si on ne prend pas de recul, on ne prend pas le temps de regarder ce qui est en train de se passer pour se faire une plus juste idée. Alors, je vais faire une distorsion cognitive de la situation qui se passe. Il y a une dizaine de types de distorsions qui existent qui vont avoir un impact là, sur les gens. Puis ça, les distorsions, on ne les retrouve pas tellement au niveau du TDAH, on les retrouve vraiment plus au niveau du trouble de personnalité. Et là, tu l'as un peu expliqué, Jean-Guy, mais dans le fond, c'est important de faire la distinction entre les deux parce que, un, c'est pas le même traitement, deux, c'est pas la même thérapie. C'est ça. C'est quoi les impacts s'ils ne sont pas distingués, ces deux-là?
Ben, écoutez, étant donné que, puis ça me permet de redire ce que j'avais dit à l'émission du TDAH, c'est que quand il y a un TDAH, oui, souvent il y a de l'anxiété aussi avec le TDAH, là, parce que la personne a fini par être atteinte au niveau de sa sécurité, puis au niveau anxieux. Elle se met à s'inquiéter d'être plus ou moins adéquate. Ce que je suis en train de perdre mon idée, là. Quand j'aide quelqu'un qui a le TDAH, on va faire des exercices, puis on va cheminer. Puis il va avoir une réussite au niveau du traitement. Mais moi, je recommande souvent plus de faire affaire avec un psychologue parce qu'il faut faire une bonne évaluation pour voir s'il y a autre chose qui accompagne le TDAH. Bon, c'était ça mon idée, là, c'est ça que je voulais dire. Okay? Puis, si je n'évalue pas justement les différents critères, parce que pendant que je vais faire mon traitement de TDAH, s'il y a des éléments de borderline, je vais les voir. Je vais le voir pendant que je vais faire le traitement, qu'il y a quelque chose au niveau de la compréhension, au niveau de prendre du recul, au niveau de l'autocritique. Je vais voir chez la personne que, oups, la personne n'est pas supposée réagir comme ça avec ce qui est en train de se passer là. Il y a des éléments de distorsion, des éléments d'interprétation que la personne ajoute à ce qui est en train de se passer. Puis là, à ce moment-là, je vais commencer à dire à la personne pendant le coaching ou le traitement du TDAH, je vais commencer à dire qu'à mon avis, il y a des éléments de personnalité qui s'ajoutent aussi parce qu'elle devrait avoir le recul nécessaire pour comprendre et mettre en place les stratégies qu'on a trouvées ensemble. Alors que là, elle est très réactive et on voit des éléments de clivage qui arrivent, qui ne sont pas supposés arriver avec le TDAH. Okay? La personne qui a les deux, Jean-Guy, j'ai une question qui vient de me popper comme ça. La personne qui a les deux diagnostics, est-ce que tu vas prioriser de traiter un avant l'autre ou tu vas y aller avec celui qui a le plus d'impact, celui qui ressort le plus fort? Ben, comme j'ai dit, comme le TDAH est vraiment une condition neurologique ou neurodéveloppementale, parce que des fois, lors d'un accouchement ou lors des premières minutes de vie, s'il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'accouchement ou dans les derniers temps du développement, ça peut aussi amener un TDAH. Le docteur Benoît Mérenger, qui a écrit un livre, elle l'explique dans son livre, là, les 10 choses à savoir sur le TDAH. Mais moi, je privilégie, dès qu'il y a du TDAH, je privilégie de mettre ce qui appartient à la personnalité de côté, le temps de mettre en place les mécanismes puis moi, j'appelle ça du traitement, même s'il y a des éléments qui sont vraiment du coaching. Développer des stratégies, c'est plus du coaching. Alors, je vais privilégier ça. Puis après, comme je dis, pendant ce traitement-là, s'il y a d'autres éléments qui apparaissent, je vais m'en occuper. Est-ce que je sais qu'il existe beaucoup de types de thérapies? Là. Il y en existe vraiment plusieurs. Est-ce qu'il y en a que tu considères comme plus efficaces pour les deux problèmes? Je ne veux pas dire la même thérapie pour les deux, là, mais qu'est-ce que tu suggères ou que toi, tu trouves plus efficace pour le TDAH puis pour le TPL? Ben, pour le TDAH, là, c'est vraiment une approche systémique, interactionnelle, là, où on va impliquer les proches parfois là, dans le traitement ou dans le développement de stratégies. Comme je disais, moi, je les rencontre une fois pour expliquer, donner certains trucs dans les interactions pendant le traitement. Et c'est l'approche plus systémique, interactionnelle et cognitivo-comportementale parce que là, on va travailler vraiment sur des éléments où on doit comprendre les manifestations du TDAH puis mettre en place des modifications au niveau des comportements. Alors, c'est vraiment cognitivo-comportemental qui est privilégié. Moi, j'offre le traitement cognitivo-comportemental pour les adultes TDAH qui est du docteur Safran.
des États-Unis, puis qui a été traduit au Québec, mais maintenant qui n'est plus disponible en français, là. Mais moi, j'ai toutes les autorisations là, pour pouvoir continuer à l'utiliser. Pour le TPL, comme j'avais dit, il y a un traitement de 2 ans qui existe, qui a été développé, qu'on retrouve dans les grandes régions. On va le trouver en Montérégie, on le retrouve à Montréal, dans la région de Montréal, on le retrouve, il me semble, pas sur la Côte-Nord, mais dans la région gaspésienne. Puis on le retrouve aussi est-ce que j'ai dit Montérégie? Oui. Bon, c'est ça. Montérégie, Montréal, Québec et à 5 endroits au Québec. C'est un programme de 2 ans qui est donné. En privé, il peut être offert aussi. On privilégie plus le groupe au départ pour les principaux concepts, mais il y a toujours de l'individuel qui se fait en même temps pour les enjeux plus personnels que la personne vit. Ça, c'est pour le TPL. Il y a différentes approches, là. Il y a 5 approches normalement qui vont être utilisées, mais là, vous dire c'est quoi les 5 approches. Il y a l'approche de Martha Linehan, Linehan. Oui, le DBT. Elle-même qui a reçu un diagnostic de TPL puis qui a mis en place un gros programme de traitement pour les TPL qui s'avère très efficace. Il y a aussi la thérapie de la mentalisation qui va être utilisée. Il y en a 3 autres là, qu'on reconnaît. Jeffrey Young. Jeffrey Young, c'est plus thérapie des schémas. Là, on va plus élaborer les schémas qui ont été mis en place, comme schéma d'abandon, schéma de rejet, conduite d'échec, des choses comme ça, qu'on va faire identifier à la personne. Ça va travailler beaucoup plus certaines distorsions, puis ça va travailler au niveau des relations interpersonnelles sur des schémas que la personne présente. C'est pas nécessairement à l'intérieur de la thérapie des schémas qu'on va travailler sur la tolérance puis la régulation émotionnelle, qui sont 2 dimensions qui doivent absolument être travaillées en thérapie. Puis en thérapie, on va travailler aussi tout le système perceptuel, comment la personne perçoit l'extérieur, parce qu'il y a un problème de perception qu'on va retrouver chez la personne qui a un TPL. On ne retrouve pas ça, le problème de perception là, chez la personne qui a un TDAH. Là. On est à 2 endroits différents. Là. Fait que, c'est ça. Fait que, mais dans les 5 endroits que j'ai nommés au Québec, la personne doit commencer par se faire évaluer, puis suite au diagnostic, là, il y a quelqu'un qui réfère, que ce soit un médecin, un spécialiste du réseau de la santé. Ils vont référer, ils connaissent tous ces programmes-là. Et là, à ce moment-là, on va référer ces personnes-là. Ça, c'est pour les gens qui ont un TPL moyen à sévère. Quand les gens ont un TPL plus léger, de léger à moyen, ils peuvent bénéficier de services au niveau du privé. Mais c'est parce que quand la personne a un TPL assez sévère, s'il y a de l'automutilation, si la personne a des idéations suicidaires ou autres, là, on veut... dans le programme, l'intervention se fait en groupe et individuel, mais pour les comportements à risque d'une personne TPL, on laisse ça en dehors du programme de thérapie de ces groupes-là et ça doit être soit les intervenants pivots, intervenants de CLSC ou les médecins qui sont responsables de faire hospitaliser ces gens-là au besoin. Alors, quand c'est plus sévère, c'est difficile de faire les interventions individuelles parce qu'on est trop tout seul comme psy pour faire le traitement, puis on a besoin souvent d'être associé en équipe. Puis les CLSC, travaillent en équipe avec ces centres de traitement-là. Dernière question, Jean-Guy, parce qu'on est déjà presque à la fin. C'est un sujet dont on a parlé avant de commencer l'enregistrement que je trouve important que tu prennes le temps d'expliquer rapidement. Pourquoi c'est important de sortir de notre mental, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment de nos agissements, de nos réactions, puis d'aller se connecter à nos émotions, autant dans l'un que dans l'autre. OK. C'est pas tous les gens qui ont un TPL qui ont tendance à faire ça. Ça va dépendre, comme j'avais expliqué, au niveau des personnalités. Il y a un mix, hein? Tout le monde a des traits de personnalité. Oui. Mais ce qui donne notre couleur, c'est le mélange des personnalités.
Alors, quelqu'un qui a un TPL pourrait avoir des traits narcissiques aussi, pourrait avoir des traits histrioniques. Alors, dépendant du type de mélange de la personne, c'est ce qui va faire que la personne va avoir besoin de tout comprendre ou pas nécessairement tout comprendre. On a des gens qui sont tout le temps impulsifs, tout le temps en dysrégulation émotionnelle. Ils ont de la misère à se ramener, beaucoup. On a d'autres gens qui, eux, sont très sensibles au jugement d'autrui. Et à cause de cette sensibilité-là, ne voudront pas aller trop dans leurs émotions, puis ils vont essayer de tout comprendre. Ils vont être plus, ce qu'on va dire, dans le cérébral que dans l'émotion. Mais moi, je préconise chez ces gens-là qu'on ne s'éternise pas à expliquer des choses. D'abord, ces gens-là, souvent, sont allés sur Internet et ont lu bien des choses. Ils sont pas mal au courant des critères du DSM et de tout ce qui entoure le diagnostic. Ce qu'ils ont besoin d'apprendre rapidement en traitement, c'est d'être dans leurs émotions, d'être dans la dysrégulation pour qu'on les aide à comprendre ce qui est en train de se passer, pour qu'ils mettent en place différentes stratégies. Quand ils ne tolèrent pas le malaise, bien, tranquillement, il va falloir les exposer au malaise pour qu'à un moment donné, ils mettent en place des stratégies pour se rendre compte que ce n'est pas dangereux, c'est juste qu'ils ont toujours évité. Puis à tout comprendre, ben, on ne se rend pas compte qu'on évite d'être dans nos émotions. Puis les émotions, ben, c'est avec ça qu'on règle les problèmes, les conflits, les mésententes qui se passent dans les relations interpersonnelles. Comme les difficultés interpersonnelles font partie intégrante du problème des TPL, ben, il faut qu'ils apprennent le langage émotionnel et être capable d'identifier à l'intérieur. Fait que on ne peut pas, avec quelqu'un qui veut tout comprendre pendant des mois, penser que la personne va avoir assez bien évolué pour pouvoir régler les choses, autant pour elle-même que dans ses relations avec les autres. Voilà. Super intéressant. Pour vrai, je pourrais continuer ce podcast-là pendant des heures, mais je vais plutôt reprendre rendez-vous avec toi pour enregistrer une prochaine capsule. Jean-Guy, merci énormément de ton temps et de toutes les informations hyper pertinentes que tu nous offres dans ce podcast-là. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on présente le livre juste avant? Ben oui, certainement. Ah, OK. Blessure, ton tout dernier, blessure psychologique. Guide pour apprendre et soigner les blessures invisibles. Alors, 11 histoires de cas, des gens qui ont vécu différentes problématiques, dont le TDAH, dont le TPL et autres. Puis après ça, j'explique dans un langage très simple, très familier, ce qu'il en est de ces problématiques-là, puis comment j'ai accompagné ces gens-là vers une meilleure qualité de vie. Alors, les gens peuvent se le procurer sur mon site web, aux éditions Béliveau. Dans tous les magasins, ils peuvent faire venir le livre sans aucun problème. Il se vend très bien, le livre, en passant. Oui, je vous le recommande. Pour l'avoir lu, là, c'est vraiment une bible de chevet qu'on lit et on relit et on relit. Et il y a tout le temps des informations là, à chaque fois qui vont venir nous chercher. Ou, dépendamment de quand on lit un livre, dépendamment de ce qu'on vit sur le moment, il y a certaines choses qu'on va retenir plus que d'autres, puis on le relit à un autre moment, puis on capte d'autres choses qu'on n'avait pas captées la première fois. Absolument. Donc, je vous le conseille fortement de vous procurer ce livre-là. Merci à tout le monde pour votre écoute et on se retrouve prochainement pour un autre podcast. Excellente émission. C'était bon, hein?